Très bien, bonjour mesdames et messieurs, il est 19 h et nous allons commencer ce conseil municipal. Donc, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'aux pèleriniers qui se trouvent derrière leurs écrans, et puis à notre fidèle public dans la salle. Et qui est là? Ah bah qui est là, elle a changé de place. Voilà, elle a changé de place. Donc voilà, on va commencer par l'appel des conseillers. Donc François de Laugerlière, il est présent. Cécile Mériadec, présent. Paul Brunet, Présent. Sylvia Brizard, présent. Pascal Monnier, présent. Brigitte Doucet, Présent. Jean-Luc Billan, présent. Valérie Lallemand, présent. Philippe Berthoud, présent. Monique Serrault, Patricia Tellier, Jean-Luc Lécuyer, Jackie Plénaud,
Alain Lecause a donné pouvoir à Brigitte Doucet. Thibaut Goupil a donné pouvoir à Adélaïde Fourage. Adélaïde Fourage. Thomas Lecam. Virginie Merlet. Mathilde Kerfourne. Christian Proux donc m'a donné pouvoir en attendant ce qu'il sera légèrement en retard. Donc le temps, quand il viendra, je lui laisserai sa place. Et donc nous accueillons un nouveau conseiller municipal, donc Mathieu Dabin, donc qui vient donc à la place de feu Patrick Gavouillère. Donc nous te souhaitons la bienvenue au sein du conseil municipal. Donc es-tu présent, Mathieu Dabin? Eh ben voilà, c'est bon, c'est fait. Jean-Michel Moussu. Présent. Christian Dréan. Emmanuel Labarre. Nicolas Lécureuil. Anne Pérez. Christelle Delerue. Jean-Luc Micheneau. Et Madame Françoise Paquier est absente et a donné pouvoir à Monsieur Micheneau. Voilà. Donc notre secrétaire de séance sera Cécile Mériadec pour ce soir et je la remercie. On va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Avez-vous des remarques sur ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Après, donc, l'appel de l'ordre du jour. Donc, nous allons commencer par les décisions prises par le maire. Ensuite, des assemblées, nous avons une modification de la composition des commissions municipales. La 2025-28, je l'ai retirée et je vous dirai pourquoi. La 2025-29, donc modification de la représentation à l'EHPAD. Ensuite, finances et ressources humaines, l'approbation du compte financier unique 2024. Suivi de l'affectation définitive des résultats 2024. L'autorisation de lancement du marché de construction de vestiaires de football et d'une salle de convivialité. Un point urbanisme avec l'incorporation dans le domaine privé communal d'un bien présumé vacant et sans mètres situé cadastré AM94. Suivi de la cession de la parcelle cadastrée AA 1011. Ensuite, nous aurons la présentation du rapport 2024 de la commission communale pour l'accessibilité. Et ensuite, et pour terminer, l'acceptation d'un don à la commune au niveau des archives. Et nous passerons à la fin aux questions diverses et variées. Et je viens de m'apercevoir que le public vient de doubler. C'est bien. Alors, les décisions prises par le maire. Donc, la première concerne le marché d'impression des supports de communication. Donc, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est l'édition Offset 5 qui se trouve à Rosé qui a remporté le marché pour les supports de communication de la ville. C'est un marché de 35 000 € hors taxe, soit 42 000 € TTC, pour une durée de 36 mois à compter du 1er avril 2025. Des questions sur ce marché? La décision suivante concerne la convention d'attribution du droit de pêche au profit de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique La Gaule Nantaise sur le canal de la Martinière. Donc, considérant la convention tripartite du 21 février 1994 autorisant la commune du Pèlerin à utiliser le plan d'eau ainsi que les berges pour y développer des activités nautiques et de loisirs entre les points hectométriques 3 et 12. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc entre le pH 3 et puis au niveau de la crêperie, on va dire, c'est considéré comme frayère réserve de pêche, donc interdiction de pêcher. Et après, donc de cette délimitation jusqu'au pH 12, donc là, il y a autorisation de pêche, mais en règle générale, il y a très peu de pêcheurs. Alors pourquoi on s'arrête au pH, enfin au point hectométrique, je vais dire pH 12, c'est bon. Au pH 12, c'est parce qu'en fait, l'eau ne nous appartient pas après, ça appartient à l'Union des marées, tout simplement. Des questions sur ce... Et donc cette convention s'arrêtera le 31/12/2026, donc il faudra en signer une autre.
Décision suivante, ça concerne la convention d'occupation précaire d'un logement de Allée des Jonquilles au Pèlerin. Donc c'est, je vous rappelle, c'est le couple qui a eu sa maison qui est partie en flammes il y a déjà 1 an et demi, 2 ans pratiquement. Donc la maison se termine. Par contre, ils ont encore quelques mois. Je pense que début juillet, ça devrait être terminé. Donc les assurances ne prennent plus en charge le loyer. Donc nous avons décidé de mettre à disposition gracieusement, donc jusqu'au 30 août si besoin, cette maison, cet appartement, c'est celui qui est situé au-dessus de la Poste, pour vous situer. Oui, monsieur Moussu. Nous souhaitons intervenir à ce sujet. Donc il est délicat d'intervenir quand même sur ce sujet, n'ayant pas parfaitement connaissance de la situation financière et de la vie privée éventuelle de ces locataires. Nous comprenons que nous fassions de la location gratuite du logement, leur assurance ne prenant pas en charge de loyer, si nous avons donc bien compris, mais nous ne comprenons pas bien pourquoi vous faites de même pour l'eau, l'électricité. Voilà, on n'entend pas, c'est... Soit tu augmentes le son et tu te recules un petit peu. Ouais. Il manque la bonnette. Donc, non, c'est le plus-moins là. Donc je vais tout reprendre. Ouais. Donc il est délicat d'intervenir sur ce sujet, n'ayant pas parfaitement connaissance de la situation financière et de la vie privée de ces locataires. Nous comprenons que vous fassiez la location gratuite du logement, leur assurance ne prenant pas en charge de loyer, donc si nous avons bien compris. Mais nous ne comprenons pas bien pourquoi vous faites de même pour l'eau, l'électricité ainsi que le gaz, alors que s'ils avaient été chez eux, ils auraient eu à payer cette charge comme tout à chacun. Oui. Alors effectivement, on aurait pu faire payer, mais bon, c'est des gens qui ont été sinistrés, donc on ne va pas leur rajouter. Alors c'est vrai, on aurait pu demander 100 €, mais bon, est-ce qu'on est... voilà. Ouais. Sur leur situation financière, c'est-à-dire que des gens qui seraient au RSA, c'est pour ça que je parle de vie privée, on parle de vie privée, parce qu'on ne connaît pas la situation privée, ils peuvent avoir perdu aussi leur travail entre-temps, il pourrait y avoir des choses comme ça. Par contre, s'ils ont des moyens financiers suffisants, largement suffisants, c'est un peu par rapport à des gens qui ont des situations financières précaires, c'est un peu... Je comprends. On pourrait donner cet argent-là, on pourrait le donner au CCAS, leur payer ça. Quoi. Je comprends la demande, mais nous avons décidé donc en bureau municipal qu'il était important de laisser comment ces quelques mois, hein, c'est de maintenant jusqu'à juillet, directement mi-juillet, la maison est terminée, donc c'est très peu de temps. Voilà, on ne va pas rajouter, voilà, on ne voulait pas rajouter du plus encore à ça. Puis je dis, voilà. Donc c'est une décision du bureau municipal, mais je comprends la demande. Donc la dernière décision, ça concerne la convention de mise à disposition d'un terrain communal au profit de la société CIF Coopérative. Donc là, c'est en fait le CIF construit à 2 endroits différents. Vous avez un chantier qui est déjà bien commencé rue du Champ d'Armée et un autre qui va commencer qui se trouve rue du Château. Pour le Champ d'Armée, il n'y a pas de problème. Pour accéder au chantier, au futur chantier de la rue du Château, ils ont regardé et les hauteurs des fils téléphoniques et électriques ne permettent pas aux engins de chantier de passer. Donc ils ont demandé s'ils pouvaient traverser les différentes parcelles pour accéder à la rue du Château, ce que nous avons accepté après que nous ayons demandé à un bureau environnemental de faire des études sur ces secteurs. Et donc je vais vous lire le compte-rendu, parce qu'en fait il y a des gens qui sont venus en mairie et autres qui s'inquiètent des travaux sur la zone humide. Donc c'est pas des travaux, hein, il y a un tapis qui a été mis, qui a été remblayé de cailloux, et je vais vous lire la suite. Donc lorsqu'un impact sur une zone humide est identifié, les documents de cadrage que sont le SAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire doivent être appliqués. Ces derniers précisent que les maîtres d'ouvrage doivent éviter les impacts en zone humide ou à défaut réduire puis compenser les impacts.
Dans le cas présent, les impacts sont causés par une voirie temporaire. Sans action particulière, cet impact serait considéré comme permanent et des mesures de réduction et de compensation seraient alors nécessaires. Toutefois, la mise en place de mesures de réduction et d'accompagnement peuvent permettre de considérer cet impact comme temporaire avec un retour à l'état initial du site dans un délai court à moyen terme. Donc voilà. Donc tout a été fait dans les règles de l'art et donc il n'y a pas de problème. C'est surtout le CIF qui a la réglementation pour pouvoir, les réponses à ces réglementations pour pouvoir le faire. Des questions sur M. Moussu? Non, simplement une petite réflexion, disons qu'il sera important d'avoir une grande vigilance sur la remise en état, et notamment de la prochaine équipe, parce que ce sera certainement sur la prochaine équipe que cette remise en état sera faite. Et je pense que malgré tout, il y aura des dégâts irréversibles quand même si on va minimiser les dégâts, ça sera irréversible sur certaines choses. Alors oui, si on veut terminer sur une note, je ne veux pas dire rigolote, mais plaisante, on va dire. Donc il y a eu des études, là, une première étude de zone humide qui a été effectuée sur ce terrain. Il y a déjà quand même pas mal de temps, suite au début, lorsqu'on a lancé la construction. Il y en a une autre qui a été faite récemment, et il s'avère que cette zone humide s'est déplacée. Et que, voilà, et que le terrain le cheminement, serait quand même beaucoup moins humide que prévu. C'est pas un hasard, c'est aussi au fur et à mesure des constructions. C'est les constructions qui amènent aussi... J'avais pris l'exemple avec Madame Doucet j'habitais une rue qui s'appelait Chemin Fontaine-Launay. Quand ils ont fait des constructions, ils n'ont pas fait attention à ça. Et en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Les caves, les parkings en bas étaient inondés constamment. C'est-à-dire que l'eau, de toute façon, elle cherchera un chemin. Donc, elle a son chemin. Si on lui dévie son chemin, elle ira ailleurs. Et en fait, voilà, c'est pour ça que quelquefois, des puits se retrouvent à sec parce qu'en fait, il y a eu des constructions et des déviations de l'eau. Très bien. Donc, c'était les dernières décisions prises par le maire. Nous allons passer donc à la première délibération qui concerne la modification des commissions municipales. Donc à chaque fois que l'on doit nommer des personnes, il y a deux possibilités. La loi prévoit de faire ça à bulletin secret, ou alors si l'unanimité du Conseil décide de faire ça à main levée. Moi je vous propose de faire ça à main levée. Donc est-ce que tout le monde est d'accord pour que ces quelques nominations soient faites à main levée? Oui, c'est bon, il n'y a pas de... Voilà. Donc unanimité, ok. Très bien. Donc le décès de M. Patrick Gahouir, conseiller municipal et membre du groupe Le Pèlerin Notre Lien, a entraîné de fait une vacance de poste au sein de deux commissions, urbanisme et finances ressources humaines. En conséquence, il est nécessaire de désigner de nouveaux membres issus du groupe Le Pèlerin Notre Lien en remplaçant de M. Gahouir, et ce, dans les deux commissions précitées. Le groupe Le Pèlerin Notre Lien propose, il manque le, mais ça fait propose quand même, à l'urbanisme de nommer M. Philippe Berthoud et aux finances ressources humaines de nommer notre nouveau conseiller municipal, Mathieu Dabin. Conformément donc à l'article, voilà, mais sauf si le Conseil en décide autrement et limité. Ce qui a été fait. Avez-vous des questions sur ces nominations? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Donc le Conseil municipal est invité à procéder à la désignation de nouveaux membres des commissions en remplacement de M. Patrick Gahouir, comme suit. Urbanisme, M. Philippe Berthoud. Finances ressources humaines, M. Mathieu Dabin. Autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, c'est parfait. Alors après, effectivement, comme je vous le disais, la modification de la commission d'appel d'offres, en fait, on l'avait intégrée dans ce conseil, mais nous nous sommes renseignés un peu plus et nous avons trouvé au sein de la préfecture de Loire-Atlantique ce qu'ils appellent des fiches réflexes, donc sur les marchés publics et plus précisément sur la commission d'appel d'offres et son fonctionnement. Donc je vais vous lire les 4 lignes qui font qu'on n'a pas besoin de passer cette délibération.
Donc la démission d'un membre suppléant, alors même que la liste sur laquelle il a été élu ne comprendrait plus d'autres membres du conseil municipal suppléant susceptibles de le remplacer, n'entraîne pas de renouvellement intégral de la commission dès lors que les membres titulaires conservent son siège. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de remplacer des membres suppléants qui sont démissionnaires. Donc c'est là-dessus. Oui. Monsieur Moussu. En cas de défaillance du principal... Alors par contre, ça aurait été un membre de droit. Là, on aurait fait une modification de la commission d'appel d'offres. Oui, mais si par exemple la personne... Parce que, j'étais à la commission d'appel d'offres, si j'avais pas pu me libérer ce jour-là où j'avais eu, je sais pas, un accident, machin, personne n'aurait pu me remplacer puisqu'il n'y avait personne de désigné. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Ben oui, mais s'il n'y a pas de suppléant. Là, je me retourne vers les services. On peut désigner un suppléant à l'arrache, comme qui dirait. Non, mais il y a sûrement une réponse. Monsieur Morinière. En fait, je comprends la situation, mais la règle est simple. À partir du moment où c'est la démission uniquement de membres suppléants, on ne doit pas en fait procéder à un nouveau vote pour la composition de la CAO. En fait, la règle est simple. Tant qu'il y a des membres titulaires suffisants, on ne doit pas modifier la composition de la commission d'appel d'offres. Oui, mais comme il faut avoir un nombre suffisant d'élus dans la commission d'appel d'offres. Oui. Donc si on se retrouve dans cette situation où il n'y a pas de suffisamment et que pour le coup il n'y a pas de suppléant désigné, on est un peu embêté là. En fait, on n'est pas dans cette situation parce qu'au niveau des titulaires, il y a quand même 6 membres, dont le maire. Et il suffit que pour avoir le quorum, il suffit qu'il y ait seulement 4 titulaires présents sur 6 pour avoir le quorum. Il faudrait que ce soit une hécatombe. Ouais. Et aussi, ce qui nous a fait prendre cette décision, on n'a pas souhaité refaire une nouvelle élection parce qu'on craignait quand même un retour négatif de la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité. Et deuxièmement, d'ici la fin de la mandature, en fait, vu le seuil des procédures formalisées, on ne va pas se mentir, on ne va pas être amené à ressaisir la commission d'appel d'offres. Très bien. Merci, Monsieur Morinière, pour ces précisions techniques. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder au vote. Donc, le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des membres... non, je raconte des bêtises, puisque... Vous m'avez troublé. Vous m'avez troublé. Ça va pas se voir. Ça va pas se voir. Voilà. Allez, on est passé à autre chose. Donc, désignation d'un nouveau délégué au conseil d'administration de l'association hospitalière du Pèlerin, la résidence Simon Ringard. Donc, considérant le décès de Patrick Gaouillet, représentant titulaire de la commune au sein du conseil d'administration de l'association hospitalière du Pèlerin, il est nécessaire de procéder à son remplacement. L'association hospitalière du Pèlerin, dont le siège est situé à la résidence Simon Ringard, 26 rue du Clos-Grillet, a pour objet d'établir, créer et promouvoir toute œuvre d'assistance et de bienfaisance sur le territoire communal, notamment l'hébergement de personnes âgées et les soins aux malades. Il appartient au conseil municipal de désigner un nouveau représentant titulaire pour siéger au sein de son conseil d'administration. Et je propose... Je propose donc le nom de Sylvia Brizard. Y a-t-il des questions? Monsieur Michneau. D'abord, je voudrais préciser que mon intervention n'a aucunement l'intention de remettre en cause la nomination de Mme Brizard, à qui on a totalement confiance. Mais je crois que quand on avait désigné un titulaire, on avait désigné Mme Paquet comme suppléante. Ouais. Moi j'imaginais très naïvement que la suppléante prendrait la place du titulaire. Vous êtes un peu naïf, Monsieur Michneau. Je l'ai précisé, vous le savez, je vais rester un grand enfant. Voilà. Non. Surtout là, je suis étonné de vous. Vous êtes un peu naïf. Non, mais en fait, ça marche quand la personne, le titulaire, est absent. Ouais. C'est la première chose. Ça voudrait dire également que je crois que les convocations pour l'Assemblée générale du foyer sont parties depuis déjà longtemps. J'en ai une sous les yeux, elle date du 5 mai.
Et Madame Paquet n'a pas été convoquée. Non, alors j'ai eu un des représentants du Conseil je lui ai indiqué que Madame Sylvia Brizard serait nommée ce soir. Donc ça sera fait dans les règles, ne vous inquiétez pas. Non, non, mais je ne m'inquiète pas. Ça veut juste dire que quand il y a, en début de mandature, quand on a nommé des suppléants issus des oppositions, c'était... Je n'irai pas jusqu'à dire pour faire joli, mais je le dirais quand même. Non, c'était suppléant en cas de maladie, de voyage, c'est tout. C'est dans ce sens-là, suppléant, M. Michelin. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder au vote. Donc, le conseil municipal est invité à modifier la délibération en désignant une personne titulaire dans la personne de Sylvia Brizard, afin que la commune puisse être représentée auprès de l'association hospitalière du Pèlerin. Autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci. Allez, nous allons passer maintenant aux finances ressources humaines. La première délibération concerne l'approbation du compte financier unique 2024. Je laisse la parole à Pascal Monnier. Bonsoir tout le monde. Pour la présentation du compte financier unique 2024, on va d'abord commencer par le résultat de l'exercice 2024 qui est donc de 602 476,78 €, qui est calculé d'une part par la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement pour un montant de 827 840,80 €, et également par le résultat de la section d'investissement qui est de moins 225 364,02 €, en tenant compte du report du résultat de clôture de 2023. Pour ce qui concerne la section de fonctionnement, en 2024, les atténuations de charges qui correspondent à des remboursements sur des dépenses de rémunération, ce montant est de 59 963,88 €, soit 44 000 € de plus que 2023. Le produit des services sont en hausse de 20 000 € environ en raison des redevances de la restauration scolaire et périscolaire. Pour ce qui concerne les impôts et taxes, la fiscalité directe, c'est-à-dire la taxe foncière pour simplifier, et la dotation de solidarité communautaire augmentent respectivement de 110 000 € et de 10 000 €, alors que la taxe additionnelle sur les droits de mutation baisse de 7 000 €, et ainsi que la taxe finale sur la consommation d'électricité pour 36 000 €. Ce qui fait qu'au total, ce chapitre n'augmente que de 76 000 € par rapport à 2023. Malgré la hausse de la dotation globale de fonctionnement de 55 000 €, la hausse de reversement des communes et de la CAF au profit du Pèlerin pour un montant de 30 000 €, ce qui fait 85 000 €, la perte de la dotation des aménités rurales de 40 000 € et la baisse de la dotation des titres sécurisés pour 5 000 € font que ce chapitre dotation et participation n'augmente que de 40 000 € par rapport à l'année dernière. Les autres produits essentiellement composés du revenu des immeubles augmentent de 4 000 €. Voilà, c'est presque anecdotique, mais il faut le signaler. En tenant compte des cessions d'immobilisation qui se sont concrétisées en 2024 pour un montant de 1 042 000, le montant des recettes réelles est de 7 198 596,72 €. Pour rappel, les cessions d'immobilisation qui ont été effectuées en 2024 concernent la maison dite Bretagne rue des Cadeniers, le garage quai Provost, le foncier sur l'opération Château-Sourdille et l'ancien centre technique municipal rue de Villeneuve. Cette recette dite exceptionnelle est comptabilisée en section de fonctionnement, mais est neutralisée par des écritures d'ordre entre sections qui, in fine, vont devenir une recette de la section d'investissement. Ce sont donc les recettes de gestion qu'il convient de regarder pour le suivi de la trajectoire budgétaire et pour
parler de 2024, elles ont augmenté de 183 870 euros. Ces recettes de gestion servent d'une part à financer les dépenses de gestion, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires au fonctionnement des services municipaux, et permettent de dégager un autofinancement pour les dépenses d'investissement. Les charges à caractère général ont augmenté de près de 167 000 euros, notamment en raison d'une forte augmentation des dépenses d'énergie, et ce, malgré la poursuite de la baisse de la consommation. Donc, ces dépenses d'énergie ont augmenté de plus de 90 000 euros par rapport à 2023. Pour autant, si on regarde un peu plus en détail, la consommation de gaz est en baisse de 30%, et pour autant, ça nous fait une hausse du coût de près de 120%. Pour la consommation d'électricité, c'est également une baisse de la consommation de moins 15%, et qui se traduit malgré tout par une augmentation de coût de près de 76%. Les charges à caractère général ont également été augmentées de près de 65 000 euros en raison des contrats de prestation, nettoyage, restauration scolaire et de contrats d'assurance. A noter que le festival de jazz qui avait été organisé en 2024 a contribué à l'augmentation du poste fêtes et cérémonies de près de 21 000 euros. Pour tout ce qui concerne les charges à caractère général, il y a eu au global des postes de dépenses qui ont augmenté pour 214 000 euros, alors que certains postes qui ont baissé ne représentent que 47 000 euros. Il s'agit essentiellement des postes d'achat de fournitures et de location mobilière. Les dépenses de personnel, malgré des vacances de poste durant l'année 2024, lors de phases de recrutement par exemple, ce chapitre a augmenté de près de 60 000 euros. Donc il s'agit d'une hausse conjoncturelle qu'il convient de relativiser. C'est une hausse assez peu importante, mais voilà, qui n'est que conjoncturelle. L'augmentation de l'attribution de compensation négative pour le pèlerin explique l'augmentation de 22 000 euros, le chapitre 014, qui est atténuation de produits. Et les autres charges de gestion courante augmentent en raison des participations communales obligatoires aux écoles hors commune et en contrat d'association, pour près de 23 000 euros supplémentaires, ainsi que pour les subventions aux associations, dont notamment le soutien exceptionnel attribué en fin d'année de près de 25 000 euros au bac à sable. En comparant les dépenses aux recettes de gestion, nos dépenses de gestion ont donc augmenté de près de 283 172 euros par rapport à 2023. Les dépenses réelles de fonctionnement qui comprennent les dépenses de gestion à laquelle on rajoute les charges d'intérêt sont donc de 5 099 559 euros et 28 centimes. Ce qu'il faut retenir pour cette section de fonctionnement 2024, c'est que les dépenses de gestion augmentent de 100 000 euros par rapport... La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les dépenses de gestion augmentent de 100 000 euros par rapport aux recettes, ce qui a pour conséquence une érosion de notre capacité d'autofinancement. On est à 1 121 000 euros de capacité d'autofinancement hors session. Mais malgré tout, cela reste conforme à la trajectoire budgétaire du mandat. En conséquence, pour financer les dépenses d'investissement qui seront détaillées plus loin, il n'a pas été nécessaire d'emprunter. L'encours de la dette, donc diapositive suivante, continue de diminuer pour être à fin 2024 à 3 8 000 euros et 696 centimes, avec une capacité de désendettement à moins de 3 ans, ce qui est très en deçà du seuil d'alerte qui est généralement de 7 à 8 ans. Le taux moyen de cet encours est de 2,16%, il est composé à plus de 77% par du taux fixe et 22% par du taux structuré, actuellement au taux de 3,8%. Pour ce qui est de la section d'investissement, les principales dépenses d'investissement réalisées et engagées courant 2024 sont donc 348 000 euros pour la réalisation du terrain du pôle sportif intercommunal,
1 314 000 pour le nouveau centre technique municipal qui est donc désormais en service. Et ensuite, pour les opérations récurrentes, 187 000 € ont été dépensés pour les bâtiments communaux, comprenant entre autres, et par exemple, le réagencement de la mairie annexe, une mise en conformité de la chaufferie à la mairie, le remplacement d'ouverture à la mairie, la rénovation de la terrasse à la maison de l'enfance, voilà, pour prendre quelques exemples marquants. 39 000 € pour les bâtiments scolaires, à vocation d'équipements divers et de sécurisation. 98 000 € pour d'acquisition d'équipements pour les services municipaux et pour les écoles, et 50 000 € pour la finalisation de l'étude urbaine. Pour financer ces dépenses d'équipement 2024, la commune a mobilisé sa capacité d'autofinancement net constituée en 2023 pour un montant de 695 000 €, mais aussi des subventions versées par ses partenaires financiers. La compte DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, pour le centre technique municipal, donc de 30 000 €, et le solde de la DETR 2021 pour la gendarmerie de 70 000 €. La commune a également perçu 87 250 € au titre du fonds de compensation de la TVA, et donc a dégagé un besoin en fonds de roulement pour l'exercice 2024 d'un montant de 295 000 €. Pour terminer, je souhaitais présenter une nouvelle annexe qui est obligatoire à mettre dans le compte financier unique, qui s'appelle l'annexe intitulée « Impact du budget pour la transition écologique ». Donc, les modalités de mise en œuvre de cette annexe ont été précisées par décret en juillet 2024. Cette annexe permet de faire remonter dans la comptabilité nationale les informations qui permettront de mesurer des dépenses de transition écologique au travers de 6 axes qui vous sont indiqués dans la diapositive. Attendez, je vais les prendre parce que j'ai du mal à les lire, je vais vous les reprendre. Le premier axe est 1. Lutte contre le changement climatique. L'axe 2, c'est adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels. L'axe 3, c'est la gestion des ressources en eau. L'axe 4, c'est la transition vers l'économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques. L'axe 5, c'est la lutte contre les pollutions de l'air et des sols. Et l'axe 6, c'est la préservation de la biodiversité, protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. S'agissant d'une nouvelle annexe, il a été demandé pour l'exercice 2024 de ne regarder que les dépenses ayant un impact au titre de l'axe 1, et ce, à travers d'une liste de comptes exhaustive et uniquement en dépenses d'investissement. Il convient donc pour chacune de ces dépenses d'indiquer ce qui est favorable, défavorable ou neutre pour la lutte contre le changement climatique. Il en ressort pour la commune du Pèlerin un montant de 210 330 € à considérer comme favorable à l'axe 1, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique. Et ces dépenses concernent l'installation de panneaux photovoltaïques, l'utilisation de matériaux biosourcés pour l'isolation du bâtiment et l'installation d'une chaufferie bois. Mais il convient de considérer cette première année comme expérimentale, tout en précisant qu'en 2025, ce seront les axes 1 et 6 qui devront être regardés. Voilà. Et que ça ne sera qu'en 2027 que les dépenses seront à regarder au travers des 6 axes. En conclusion, en maintenant une épargne brute qui permet le financement des investissements tout en préservant des marges de manœuvre pour l'avenir, la situation financière de la commune demeure saine et maîtrisée. La commission finances et ressources humaines du 14 mai 2024 a donné un avis favorable à l'unanimité. Avez-vous des questions? S'il n'y en a pas, c'est pas moi qui vais passer au vote surtout, donc je vais laisser la main à Cécile Mariadec. Et moi je vais sortir.
Donc, la commission finances ressources humaines du 30 avril 2025 a donné un avis favorable à l'unanimité. Le conseil municipal est donc invité à approuver le compte financier unique 2024, arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour ? Eh bien, on s'arrête là. Unanimité. Merci beaucoup. Vous pouvez aller le chercher, s'il vous plaît. Merci. Bon, tout s'est bien passé. Bien, c'est bon. Alors après, donc délibération suivante, ça concerne l'affectation définitive du résultat 2024, présentée par Pascal Monnier. Effectivement, c'est une délibération à part. Une fois que le compte financier unique 2024 est voté et adopté, les résultats de l'exercice doivent être définitivement affectés au budget 2025. Donc il vous est proposé d'affecter les 858 000... Attendez, toc. Oui, alors, attendez, je vérifie juste une chose. J'ai un doute. Non, c'est ma feuille qui date de l'année dernière. Aïe. Donc il faut affecter les 827 840,80 € en recettes de la section d'investissement en l'inscrivant au 1068, excédent de fonctionnement capitalisé. Non. La section de fonctionnement va alimenter la section d'investissement. D'accord ? Et va l'alimenter au budget et non pas en exécution. Voilà. Et donc automatiquement le déficit de la section, ou d'ailleurs l'excédent, mais dans le cas présent le déficit de la section d'investissement est automatiquement reporté en section d'investissement. Et donc là, ça sera moins 225 364,02. La commission du Finances et Ressources Humaines dernière a donné un avis favorable à l'unanimité. Très bien. Avez-vous des questions sur cette délibération ? Oui, Madame Delerue. Je pense qu'il y a juste une coquille dans la présentation d'Enes, puisque c'est marqué afin de financer les investissements de 2024. Je suppose que c'est les investissements de 2025. Oui. Donc il y a une petite coquille de date. Oui. Où est-ce que vous voyez la coquille ? Si, c'est là. Dans C'est là, la- la troisième ligne. Si, on avait mis une incidemment et c'est bien. Vous êtes la gagnante, Madame Delerue, c'est bien. Vous me direz ce que je gagne à la fin. Regardez. Vous pourrez présenter le budget la prochaine fois. Voilà. Très bien. Des questions sur cette affectation définitive des résultats ? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Merci. Cette délibération est donc adoptée. La délibération suivante concerne l'autorisation de lancement du marché de construction de vestiaires football et d'une salle de convivialité. Donc la réalisation d'un terrain de football synthétique à vocation intercommunale et de pistes d'athlétisme avec sautoir à destination des élèves du collège se termine et il est nécessaire aujourd'hui, afin que le Football Club Basse-Loire puisse, au-delà des entraînements, organiser des compétitions sportives, de réaliser de nouveaux vestiaires, ainsi qu'une salle de convivialité attenant à ce nouvel équipement structurant de la commune. Pour rappel, 483 joueurs adhérents au FCBL pour la saison 2024-25, les 2 tiers étant originaires du Pèlerin et de Saint-Jean-de-Boiseau ou de Brun. L'ensemble des études préalables géotechniques et lois sur l'eau a été réalisé par le bureau d'études CADEGEO, actuellement au stade de l'avant-projet définitif, ce qu'on appelle une APD. Le permis de construire devrait être déposé prochainement pour un démarrage prévisionnel des travaux d'ici la fin de l'année 2025. L'estimation financière au stade de l'APD est de 885 720 € TTC. Afin de mener à bien ce projet, la collectivité doit donc lancer une consultation auprès des entreprises dans le cadre d'un marché en procédure adaptée. Donc vous avez un magnifique visuel
pour vous montrer potentiellement ce que deviendrait le vestiaire, les vestiaires de foot ainsi que la salle de convivialité. Et je pense on va peut-être parler d'une bonne nouvelle potentiellement. C'est on pourrait bénéficier d'un reste de fonds FEDER au niveau de la métropole. Donc c'est un projet qui avait été présenté en début de mandat. On avait été recalé, nous étions en 13e position et c'était les 11 premiers, je crois, qui bénéficiaient du fonds FEDER. Là, il y a certains projets qui n'ont pas été réalisés. Entre autres, il y a la nouvelle école à Boueil, donc il y a des fonds disponibles. On a été appelé par la métropole pour savoir si on était toujours intéressé. On a dit oui. Donc il y a 700 000 euros à se partager entre 3 communes. Donc nous avons été, le dossier, pour l'instant rien n'est fait. Le dossier est en cours, on sera présenté par la métropole et c'est la région qui décide un petit peu l'affectation. Mais on peut attendre une bonne nouvelle à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais dire sur cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Donc, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à engager la procédure de passation du marché public de travaux pour la construction de vestiaires et d'espaces de convivialité selon les modalités de l'article R 2123-1 du Code de la commande publique. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer et à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement du marché, ainsi que toute décision concernant les avenants éventuels. C'est la soirée de toute façon. Qui est contre? Qui s'abstient? Allez, tout le monde. Voilà, c'est bon. Voilà. Et qui est pour? Voilà. Merci. Cette délibération est donc adoptée. La délibération suivante, donc nous passons à un volet urbanisme. La délibération suivante concerne l'incorporation dans le domaine privé communal d'un bien présumé vacant 100 mètres cadastré AM 94. Voilà, donc vous avez la photo. Pour vous situer, c'est la rue de la Genêt. Et puis au début de la rue de la Genêt, c'est une bande de terre qui est reconnaissable parce qu'il y a 2 camions qui se garent dedans et il y a des gros rochers pour empêcher ces camions de se garer dedans. Cherchez l'erreur. Donc l'appropriation des immeubles 100 mètres constitue un mode d'acquisition de la propriété exorbitant de droit commun. En application des articles L 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et 713 du Code civil, les biens qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou acquittées par un tiers au cours des 4 dernières années sont des biens 100 mètres qui appartiennent de droit à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. C'est le cas pour cette parcelle non bâtie cadastrée, section AM numéro 94, d'une surface cadastrale de 796 m², pour laquelle les recherches au service de la publicité foncière et de l'enregistrement n'ont pas permis d'identifier son propriétaire. Donc en fait, c'est un dossier qui est relativement long, on va dire ça comme ça, puisque, alors peut-être pas au début du mandat, mais il a bien au moins 3 ans. Au moins 3 ans, et c'est quelque chose de longue haleine. Donc alors déjà, la première des choses, c'est avoir connaissance de cette parcelle qui n'a pas de propriétaire connu, de vérifier effectivement, comme je viens de le dire, l'absence de taxes acquittées sur les 4 dernières années. Après, c'est ce qui a été le plus long et ce qui a été fait par le service urbain de la commune, c'est l'enquête menée pour trouver un propriétaire, ou des propriétaires de la parcelle. Après, on a réuni la commission communale des impôts directs le 29 octobre 2024. Il y a eu un arrêté du maire du 4/11/2024 présumant la vacance du bien. L'affichage sur le terrain pendant 6 mois qui a été réalisé. Aujourd'hui, nous sommes au point 7 qui est la délibération. Il va nous rester 2 points. Donc c'est l'arrêté du maire incorporant un bien vacant et 100 mètres dans le domaine privé communal
Ça va être fait dès le retour de la préfecture. Et il restera la publication au service de la publicité foncière. Et ce terrain, donc, appartiendra à la commune. Voilà un petit peu le procédé. Des questions sur cette délibération? Écoutez, nous allons passer au vote. Le conseil municipal est invité à approuver l'intégration de la parcelle cadastrée section AM 94 dans le patrimoine privé communal. Cette intégration sera constatée par arrêté du maire qui sera publié au service de publicité foncière et de l'enregistrement. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à l'urbanisme ou l'adjointe déléguée à l'urbanisme à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Merci beaucoup. Nous restons dans l'urbanisme pour la mise en vente de la parcelle cadastrée AA 1011 6 rue du docteur Gilbert Sourdilly, présentée par Brigitte Doucet. Alors, nous sommes rue du docteur Sourdilly, tout près des Halles, puisque c'est un petit corridor qui était initialement intégré à la parcelle 1010, et la parcelle en question, c'est la 1011, mais les deux étaient réunis au départ. Et en 2016, lors de la vente de cette parcelle, il a été décidé une division. Entre-temps, la parcelle 1010 a été vendue à un particulier et la parcelle 1011 était toujours restée dans le domaine de la commune. Les propriétaires donc, de la maison de la parcelle 1010 sont venus vers nous en début de mandat pour nous demander si la commune pouvait rétrocéder cette parcelle parce qu'il leur semblait qu'elle ne servait à rien. Alors on les a fait un petit peu patienter parce que l'étude urbaine pointait son nez et donc il fallait absolument savoir si la commune aurait besoin de ce chemin. Or, il s'avère que ça pourrait être un coupe-gorge et qu'on n'a pas besoin vraiment de cet accès puisque des halles, on peut aller dans le jardin derrière. Donc il a été décidé finalement de mettre en vente cette parcelle pour la réintégrer, donc pour réintégrer une parcelle indivisible. Donc cette délibération, lors de la commission urbanisme, cette proposition a été acceptée à l'unanimité. Très bien, merci Brigitte. Des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, écoutez, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à faire estimer la parcelle cadastrée AA 1011 et à procéder à sa mise en vente. Autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer, à l'adjointe déléguée, à signer tous les actes et tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. C'est parfait. C'est à nous. Après, nous allons passer à l'acceptation d'un don. Non, si, d'un don à la commune. Non. Je vais trop vite, en fait. Je vais laisser la parole à Brigitte Doucet et à d'autres pour nous présenter le rapport 2024 de la commission communale pour l'accessibilité. Donc c'est le rapport annuel 2024 qui va être présenté effectivement à plusieurs voix. Alors première chose, au niveau des informations institutionnelles, c'est-à-dire l'effectif des travailleurs handicapés employés par la commune. Alors il y a une petite coquille puisque c'est 65,96 effectif total rémunéré équivalent temps plein. Et donc le pourcentage, le taux d'emploi dans la commune est de 9,1 et pas de 8,70, ce qui est encore mieux. Ensuite, diapo suivante. Autre information institutionnelle au niveau du fonds de compensation. Donc on a toujours une convention avec la MDPH pour l'obtention de subventions ou d'aides humaines à destination de personnes en situation de handicap. Je passe maintenant la parole à Sylvia Brizard. Merci. Alors, l'accompagnement de la commune auprès d'associations liées au handicap. On a l'APJH, partenariat dans le cadre du Festival Handicap. La commune ne donne pas de subvention. La DPI, la commune donne une subvention.
les aides à domicile, l'ADAR, l'ADMR, l'ADT et l'ANADOM, pour lesquelles la commune donne également des subventions, des racines et des voiles, subventions et partenariats, Sésame Autisme, partenariat, pas de subvention, et Foyer du Chêne Vert, partenariat, pas de subvention également. Et nous avons oublié sur cette slide de noter l'APF 44. Alors, diapo Ouais. suivante. Merci Sylvia. Alors, au niveau de l'agenda accessibilité, on est toujours sur l'ADAP, agenda d'accessibilité programmée. Et vous avez sur cette slide l'état d'avancement par rapport à l'audit de 2016. Et vous avez les pourcentages de réalisation et les délais pour traiter les écarts restants. Alors, vous voyez qu'en vert, tout a été réalisé. Alors, tout n'est pas... Enfin, je veux dire... on a toutes les communes ont tellement de retard qu'on se contente en fait d'un pourcentage réalisé alors qu'il était objectivé pour 2016. Hein. Faut rester voilà, humble et modeste. Mais bon, par rapport à cet agenda, on a quand même pas mal de choses de faites. Et puis, on a des services techniques qui sont bien impliqués dans le sujet et qui prévoient de tout mettre à jour pour juillet 2026. Sachant que je m'engage pour la fin du mandat, donc pour le dernier rapport d'accessibilité, à présenter un travail sur les éléments d'accessibilité supplémentaires à prévoir pour compléter cet agenda. Voilà pour cette slide. Ensuite, les informations concernant l'accessibilité et les engagements de la commune pour l'enfance, jeunesse et l'éducation. Je passe la parole à Cécile Mériadette. Donc, la ville est signataire de la charte d'accueil des enfants en situation de handicap proposée par la CAF. À ce titre, cette charte nous permet de bénéficier d'un accompagnement de l'association HandiSup et de l'intervention de leurs professionnels. Elle permet également à nos agents de pouvoir bénéficier de formations. Nous avons le repas à 1 € pour les familles aux revenus les plus modestes. On peut ajouter également la mise en place des tarifs municipaux selon le taux de l'effort, ce qui permet à des familles aux revenus modestes d'avoir un tarif adapté à leurs ressources. Une classe Ulysse, donc Ulysse, c'est Unité localisée pour l'inclusion scolaire, a été créée en 2004 à l'école de l'Ermitage. Elle accueille 12 enfants de la commune et hors commune. Cela constitue un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans le cadre de regroupement. Cela permet la mise en œuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation. La commune a fait le choix également de renforcer l'encadrement sur les temps périscolaires, en particulier les temps méridiens. Ce sont les temps les plus longs et c'est là où c'est le plus compliqué pour les éducateurs. Donc, elle renforce l'encadrement pour accompagner au mieux les enfants avec des besoins particuliers. Les équipes d'animation bénéficient régulièrement de temps de formation sur ces thématiques, particulièrement grâce à notre charte d'accueil en situation de handicap. Voilà. Merci. Donc on va passer à la slide suivante sur l'atelier accessibilité. Monsieur Dréan. Donc, lors de l'atelier accessibilité, nous avons organisé une déambulation le mardi 2 juillet qui avait pour lieu le square André Chédid, l'espace vert près de François Mitterrand derrière le foyer du Chêne Vert. Lors de la période de la tente raisonnée, tente à minima sur un cheminement et un point de rencontre aménagé avec des bancs. Donc c'est ce qui ressort de cette déambulation. Au niveau de Cassin, des travaux d'accessibilité sont en cours et à poursuivre sur la zone d'accès au parking, notamment au niveau des trottoirs où certains sont légèrement trop hauts pour l'accès en fauteuil. Médiathèque qui est à Espace Adinrium. Donc il y a la porte d'entrée à automatiser avec l'association au contrôle d'accès puisque c'est un bâtiment contrôlé par carte et atténuer le ressaut du seuil. Les escaliers, il faut installer des bandes podotactiles en bas et au démarrage de l'escalier sur le palier à mi-parcours et réorientation au niveau du haut de l'escalier. Revoir toute la signalétique qui est restée provisoire depuis l'ouverture.
doubler la signalétique avec des panneaux en braille à hauteur des mains, près de la poignée, contraster les interrupteurs et prévoir un plan de mise à disposition à l'entrée accessible à tout handicap. Il y a eu une deuxième déambulation le mercredi 7 novembre 2024 sur proposition de la mission territoire de longévité de Nantes Métropole. Donc c'était encadré et en présence de personnes de Nantes Métropole. Participation de 6 résidents de l'EHPAD Simon Ringeard, de 3 membres de la commission, de 2 membres du Conseil des sages, aux côtés du pôle proximité donc, et de la mission du territoire de longévité en la personne de Madame Daphné Le Dinf. Toujours sur cette déambulation, les nouveaux axes de travaux envisagés par le pôle proximité, donc mise aux normes du passage piéton du numéro 37 rue de la Jouardet, remplacement des potelets de rue du Clos-Grillé par des potelets aux normes, étude en cours pour l'installation d'assises autour de l'église sur la rue du 11 novembre ou en haut de la rue de l'église. L'étude de pose de bancs consiste à trouver un endroit qui puisse convenir, qui ne gêne pas les riverains, les cheminements et qui soit validé par les élus. Installation de bandes podotactiles, attente de retour sur le devis pour lancer un bon de commande, programmation des travaux au cours du premier semestre 2025. Autre point d'accroche souligné par les participants nécessite des actions qui sont soit irréalisables ou qui nécessitent des travaux trop importants. Merci Monsieur Dréan. Maintenant, l'atelier accessibilité suite avec les travaux d'accessibilité qui ont été réalisés en 2024. Je passe la parole à Jean-Luc Billan. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, travaux d'accessibilité réalisés ou initiés en 2024. Il y a eu des bandes de guidage podotactile au niveau de la gendarmerie. Commande pour l'automatisation de l'ouverture de la porte de la médiathèque. Et au parking Cassin, il y a donc l'installation de plots sur le trottoir et suppression du ressaut au niveau du bateau pour préserver l'accessibilité du trottoir. À savoir qu'il y aura un rajout, parce que j'ai eu tout à l'heure Brigitte qui m'a interpellé pendant ce week-end. Journée de la BD. Journée de la BD. Il y a des gens qui se garent quand même malgré la mise des plots. 1,50 m, ils arrivent à trouver, à se garer. Donc on va revoir ça, je reverrai ça prochainement avec Nantes Métropole. Contribuer à l'accessibilité optimale des résidences et des abords. Donc, il y a eu une visite de la résidence de la Croix-Hubin où les éléments d'accessibilité et d'adaptabilité, j'ai la mérite là, sont bien présents et de qualité. À bord de la résidence rue du Chêne Vert et rue de la Paix, les trottoirs ont été mis aux normes PMR pour assurer un cheminement sécurisé. Alors je vais rajouter, parce que j'ai été interpellée lors de la commission sur justement cette thématique de contribuer à l'accessibilité optimale dans les résidences et aux abords. Alors j'ai interrogé le service urbanisme concernant le permis de construire de Nexity rue de Villeneuve. Alors en fait je ne vais pas tout dire, mais on avait demandé des places de parking, au niveau des places de parking extérieures, faire attention à ce que ça soit accessible, que ça ne soit pas trop enherbé parce que en fauteuil, c'est compliqué. Donc là, apparemment, ils ont prévu un enrobé drainant. Des places de parking à l'intérieur, places de parking PMR à l'intérieur qui étaient mal placées parce qu'elles étaient complètement à une extrémité. Donc il y avait une problématique de déplacement. Ça a été pris en compte dans le permis de construire. Au niveau du jardin, les haies devaient être côté copropriété pour assurer l'entretien, parce que là c'est pareil, quand c'est mal entretenu c'est inaccessible. Donc ça, vu du plan de masse, la haie est bien de ce côté. Il y a une aire de retournement aussi dans l'entrée, on la voit sur le permis de construire, et une porte coulissante pour les rangements et pas des portes qui s'ouvrent, des portes battantes, elle est prévue aussi. Par contre, on ne peut pas être assuré du reste puisque y a certains éléments qui ne sont pas visibles sur le permis de construire. Voilà ce que je voulais rajouter. Maintenant, on va passer à l'atelier inclusion et je vais passer la parole à Monsieur Michonneau. Donc, cette année, le temps fort inclusion a commencé le jeudi soir. Il s'intègre au festival Handicap qui est piloté par la page 44.
avec des expositions d'œuvres dans les commerces et dans les vitrines pèlerinaises, produites par des artistes locaux en situation de handicap ou valides. Et donc au programme 2024, la soirée du jeudi 23 mai était dédiée à David Martineau avec une projection du reportage à bras-le-corps, au cours duquel il était possible de constater comment cet homme engagé au niveau politique, au niveau de l'inclusion, a pu malgré tout mener une vie riche en rencontres et en actions, des échanges constructifs avec le public, et puis pour faire passer un petit peu ce moment chargé d'émotions parfois, des gourmandises présentées par les membres du Conseil des Sages et les pensionnaires du foyer Voir Ensemble du Chêne Vert. Alors au niveau on continue sur l'atelier inclusion, on continue sur le temps fort qui a duré donc 3 jours. Donc au programme du vendredi 24 mai donc 2024, journée de sensibilisation au handicap dédiée aux scolaires pèlerinés en classe de CM2, qui est maintenant un événement récurrent. Donc pour les écoles Aimé Césaire et de l'Ermitage. Alors cette fois-ci, c'était la SAESAT de la Chauvetière qui accueillait les enfants et leurs professeurs pour des ateliers en lien avec l'activité équestre de la structure. Donc une classe le matin, une classe l'après-midi, et sur le temps de déjeuner, pique-nique pour tout le monde. Donc l'encadrement a été effectué par une classe d'élèves de seconde du lycée du Boitillac. Donc ce fut un beau moment de partage, en plus on a eu super beau. Les travailleurs de la SAESAT ont pu transmettre leur savoir-faire et mettre en valeur leurs tâches quotidiennes auprès des chevaux. Et je vais repasser la parole à Monsieur Michonneau. Voilà, donc le week-end s'est poursuivi le samedi 25 mai, donc une journée inclusive à tout public et avec de nombreuses activités sur le site de l'espace Calcin. À partir de 9h45 en rétro, présentation des voitures de collection dédiées aux balades pour personnes en situation de handicap. À 10h30, le vernissage de l'exposition handicap. Et à 12h, un autre moment d'émotion avec la chorale Au clair de la rue, qui est la chorale des sans-abri de Nantes et de la métropole. Merci Monsieur Michonneau. Alors ça a continué avec l'après-midi le tir sportif, donc l'association pèlerinaise qui répond toujours présente lors de ces temps forts, qui a mis à disposition du public du matériel de tir pour non-voyants. Ensuite, on a reçu le Redache de Saint-Herblain, le basket fauteuil. Donc c'était une équipe de basketteurs en fauteuil qui a défié les volontaires. Donc grâce au fauteuil mis à disposition, les pèlerinais et en particulier une équipe de pompiers de la caserne du Pèlerin s'est bien pris au jeu. Foot en marchant de 15h30 à 17h. Donc les visiteurs ont pu tester cette activité sportive non dénuée d'effort, même en marchant. Et sur place, il y avait des ateliers de sensibilisation au handicap, parcours fauteuil, cécité, altération de la motricité. Ensuite, donc, on voulait remercier tous les partenaires, la SAESAT, le foyer du Chêne Vert, le conseil des sages, les professeurs qui sont toujours partants sur nos propositions, les élèves de la classe de seconde du lycée du Boitillac, le tir sportif et les associations, les membres de la commission accessibilité, David Martineau, les responsables du CCAS et les agents des services techniques qui mettent tout en œuvre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé également au niveau de l'inclusion à part ce temps fort? Au marché de Noël, à l'invitation de la commission, les travailleurs de Sésame Autisme ont tenu un stand de vente de biscuits. On a instauré le Duo Day, c'est une journée de stage de découverte en entreprise dans le cadre de la semaine européenne. Donc cette année, la mairie s'est portée candidate. Une communication a été envoyée par mail à toutes les entreprises du Pèlerin. Une entreprise a signé une convention de stage avec un résident du foyer Sésame Autisme de la Montagne. Ensuite, toujours, ça a été institué, il faut continuer à l'utiliser, le Pèleribus, qui est un service de transport solidaire, qui permet d'emmener les personnes âgées au concert de l'OPPL, faire leurs courses du vendredi. Et pour les organisateurs d'événements, sticker Pèleribus sur demande qui peut être apposé sur toute la communication de l'événement. Toujours également, slide suivante, la place à 1 €. Alors, afin de permettre aux personnes en situation financière difficile reconnues par le CCAS de participer aux événements payants, cette année, 2 associations ont activé ces dispositifs. Le Festival de la BD,
et l'association Silemo lors de sa présentation, de la présentation de sa pièce de théâtre. Pour conclure, les objectifs de cette commission accessibilité engagée et constructive, par-delà les clivages politiques, restent les mêmes depuis sa création: l'inclusion de tous, l'aménagement de la ville, l'éducation, la sensibilisation et la lutte contre l'isolement et maintenir le lien. Et là, j'en profite pour remercier les élus qui sont membres de cette commission. Alors pour 2025, donc le 23 mai, c'est vendredi prochain, c'est vendredi. Temps fort spécial scolaire avec le Cécifoot du FCNA, donc l'école Aimé Césaire l'après-midi et l'Ermitage le matin. Le 6 septembre, temps fort tout public avec les Olympiades inclusives qui se mettent en place tout doucement, donc organisées conjointement par les membres de la commission accessibilité et la vie associative. J'en profite pour réactiver les inscriptions des volontaires. Et puis poursuite de tous les dispositifs du ODEP, place à 1 euro, etc. Et puis en accessibilité, réalisation des travaux initiés en 2024 et prévus à l'agenda. Et également un groupe de travail avec le personnel et les usagers de la médiathèque pour proposer un meilleur accueil. C'est toute la liste de courses qu'on a évoquée tout à l'heure, pour mettre en place justement, pour mettre en œuvre cette liste de courses. Et puis j'ai terminé par le Festival Handicap du 28 mai au 26 juin 2025, exposition collective, donc avec tous les artistes, et donc du 28 mai au 26 juin à la médiathèque. Voilà, j'ai terminé. Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter? Monsieur Michneau, je le savais. Je vous regardais, je le savais qu'il y avait quelque chose à dire. J'ai pas beaucoup parlé ce soir. Oui, ça, je suis surpris. C'était pas possible. Non, c'est pas une question, c'est plus une remarque. Et Madame Nousset l'a dit. Il reste encore du travail à faire en termes d'aménagement, notamment pour les écoles et pour certains établissements publics. Alors la médiathèque, effectivement, il va y avoir un groupe qui va se mettre en place. C'est un peu dommage parce qu'il n'est pas très ancien ce bâtiment, peut-être qu'on aurait pu faire autrement. En tout cas, tous ces travaux, ça représente des dépenses, c'est un choix qui sera à faire à un moment donné. Et j'espère que les municipalités qui vont se mettre en place, quelles qu'elles soient, vont poursuivre en tout cas les efforts dans le sens de l'inclusion et de l'intégration et de l'aménagement pour tous. Parce que ce qui profite aux handicapés visibles, en fauteuil roulant par exemple, profite aussi aux autres pèlerinais, ceux qui poussent des poussettes, ceux qui vont marcher, etc. etc. Merci Monsieur Michneau. Ne m'enterrez quand même pas trop vite. Donc moi je veillerai à ce que la réalisation soit efficace jusqu'à mars 2026. Soyez sans crainte. Il ne me semble pas avoir dit tout à fait ça, mais... Non. Très bien. Écoutez, Madame Delru, allez-y. J'avais une petite question sur le duodet 2025. Est-ce que certains agents de la collectivité vont proposer d'accueillir des personnes en situation de handicap pour faire découvrir leur métier? C'est prévu. Alors, alors si j'ai bien compris votre question, l'année dernière, on a déjà la commune a lancé un appel et en fait, il n'y a pas eu de réponse. Mais là, c'est prévu qu'on relance la machine. Très bien. D'autres questions? Écoutez, moi je remercie tous les rapporteurs et puis j'invite le conseil municipal à prendre acte de la présentation du rapport d'activité de la commission communale pour l'accessibilité. Dernière délibération, donc c'est l'acceptation d'un don à la commune. Donc Monsieur Jacques Toublanc a proposé de faire don à la commune d'un ensemble de documents historiques et techniques se rapportant à l'histoire locale et fluviale, à savoir donc un dossier relatif à la réfection du perret central des cales du Paradis en 1975, des fiches de caractéristiques d'engins du René Labéneret. Donc alors j'ai regardé un petit peu, c'est un bateau qui a été construit en 1931, qui a servi de pousseur jusqu'à pas longtemps, et je crois qu'il doit servir encore de quai. Alors c'est marqué pays inconnu, mais je me doute où ça peut être. Voilà. Donc c'est toujours en activité, c'est incroyable. Un plan de l'ancien bureau du port de la Martinière, ce qu'on appelle maintenant le bureau des passages. Un cahier de demande de marais du syndicat des prairies de la Martinière couvrant la période de 1901 à 1937. Un plan d'exécution du quai vertical du port de Paimboeuf et du radeau d'écartement.
qui date de 70. Et enfin, la chose la plus intéressante, à mon avis, c'est 13 plans relatifs à l'installation des appareils de manœuvre de l'écluse de la Martinière, tête aval. En fait, vous avez tous les plans qui partent de la machinerie jusqu'aux 2 manœuvres des écluses. Donc c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Donc voilà, des questions sur ce don? S'il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Donc le conseil municipal est invité à accepter le don de M. Jacques Toublanc, tel que décrit ci-dessus. Remercier officiellement le donateur pour sa contribution à la valorisation du patrimoine communal et autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la régularisation de ce don. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, merci. Nous en avons terminé pour les délibérations. Nous allons passer aux questions. En fait, nous allons passer à la question, puisqu'il n'y en a qu'une seule, et qui a été signée par Monsieur Dréan. Non? Oui. Lors du conseil municipal du 10 février 2025, nous avions demandé quand était prévue la réouverture des vestiaires pour les collégiens suite à un dégât des eaux. Depuis, les vestiaires ont été réouverts, mais leur état est à la limite de l'insalubrité, avec notamment la présence de moisissures. Comptez-vous faire pour la rentrée de septembre, pour que la rentrée de septembre se passe dans de bonnes conditions pour les élèves, mais aussi pour les professeurs? Alors, avant de vous passer quelques photos, je vais vous faire un petit retour en arrière, si vous le voulez bien. Donc, le bâtiment des vestiaires est un bâtiment plus que vieillissant, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un bâtiment qui a coûté très cher à sa construction, avec, comme beaucoup de choses à l'époque, peu ou pas de suivi pendant la phase travaux, qui a subi un dégât des eaux très important, qui se rapproche plus de l'inondation que du dégât des eaux, suite à la rupture d'une canalisation d'eau. Et qui dit inondation, dit humidité et champignons. Donc il a fallu un certain temps pour assécher l'ensemble du bâtiment et remettre en fonction la VMC, puisque, comme chacun sait, l'électricité n'aime pas l'eau, et inversement. Cette VMC est fonctionnelle aujourd'hui. Des panneaux de colonnes techniques ont été remplacés et 5 vestiaires sur 6 sont utilisables. Le nettoyage d'urgence a été effectué par un agent de la commune. Depuis, un nettoyage est effectué les lundis, mercredis et vendredis. Le club de foot qui utilise également ces vestiaires n'a pas à redire sur l'état de ces vestiaires. Alors on va vous montrer les photos. Je vous rassure, elles n'ont pas été photoshopées et je vous propose de les visiter quand vous voulez, si vous le souhaitez. Donc, allez-y, Monsieur Berthoud. Ouais, j'ai un contact très régulier, moi, avec le proviseur, M. Briançon, du collège, qui m'avait fait état il y a 3 semaines déjà de problèmes de ces vestiaires-là. Donc, c'était une semaine après que l'agent en question, là, on avait été impacté par un des professeurs de PS. Dès le lendemain, l'agent a été nettoyer ses vestiaires. Ça a été fait tout de suite. Les quelques travaux qu'il y avait à faire ont été réalisés dans la semaine. Le proviseur m'a appelé, je lui ai fait état de ça. Il n'avait pas eu écho du professeur. Et à l'issue, je lui avais dit, si jamais il y a un souci, vous me rappelez. Ça fait 3 semaines, il ne m'a toujours pas rappelé. Donc je pense que l'état doit être satisfaisant à ce jour. Mais je répète l'invitation, si vous voulez qu'on aille le visiter, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de malice quand je dis ça. Et puis, ouais. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin de notre conseil municipal. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au plaisir de se recevoir au prochain conseil. Voilà. Très bonne soirée à tout le monde. Au revoir.
Merci.